L'accord avec l'Iran montre la force de la diplomatie américaine. Déclaration de Barack Obama qui s'est exprimé à la Maison-Blanche après l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire et la levée des sanctions contre l'Iran. Ses alliés Israël et l'Arabie Saoudite font part de leur inquiétude. 3 jours de deuil national au Burkina Faso. Le bilan de l'attentat, 29 morts, une trentaine de blessés. Les opérations de ratissage sont toujours en cours à Ouagadougou à la recherche d'éventuels djihadistes. Et puis arrivée du pape François, la synagogue de Rome, visite hautement symbolique et accueil chaleureux sous les applaudissements par de nombreux membres de la communauté juive. Nouvelle édition sur i24 News avant de développer les titres. Cette vague de terreur qui se poursuit en Israël après une relative accalmie. Une Israélienne a été tuée dans une attaque au couteau. Ça s'est passé à Otniel en Cisjordanie. Le terroriste qui s'est introduit à son domicile a pris la fuite. Plus d'informations tout de suite avec vous. Maxime Pérez, bonjour. L'état d'alerte est toujours en vigueur dans le secteur car le terroriste est en fuite. Oui, la chasse à l'homme se poursuit en ce moment même avec des hélicoptères qui survolent à basse altitude la ville de Hébron et ses environs, là où pourrait s'être réfugié le terroriste. Il s'agirait d'un ouvrier palestinien. On signale également des tirs de fusées éclairantes pour aider les troupes au sol dans leur traque. Pour l'instant, plusieurs unités de l'armée de l'air sont à pied d'œuvre. On parle également de barrages filtrants qui ont été érigés dans plusieurs secteurs pour empêcher une éventuelle fuite du terroriste. Et dans l'implantation juive d'Otniel, c'est toujours, vous l'avez dit, l'état d'alerte. La sirène a retenti tout à l'heure dans cette localité pour signifier aux habitants qu'ils doivent pour le moment rester cloîtrés chez eux jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure concerne environ 130 familles. Merci Maxime Pérez pour ces précisions. Autre titre de l'actualité, l'accord avec l'Iran montre la force de la diplomatie américaine. C'est ce qu'a déclaré Barack Obama depuis la Maison-Blanche, un discours du président américain qui intervient alors que l'heure de la fin des sanctions contre l'Iran a sonné. Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations de Téhéran avec le monde, car c'est désormais officiel, l'accord sur le nucléaire est entré en vigueur ce week-end. La chef de la diplomatie européenne et son homologue iranien côte à côte. La fin d'un bras de fer diplomatique de 10 ans. 6 mois après la conclusion d'un accord sur son programme nucléaire, les Occidentaux ont officialisé la levée des sanctions visant la République islamique. Le symbole est fort, encore plus quand ce sont les États-Unis qui enterrent l'âge de guerre. Tout en appliquant cet accord nucléaire, nous reconnaissons qu'il subsiste des divergences entre les États-Unis et l'Iran. Nous restons déterminés à empêcher l'Iran de déstabiliser la région, ce qui inclut ses menaces contre Israël et nos partenaires du Golfe, de même que son soutien à de violentes organisations satellites au Yémen et en Syrie. Téhéran peut enfin respirer, même si son programme nucléaire et balistique continuera d'être surveillé à la loupe. Dans l'enceinte du Parlement iranien, Mohamed Zarif est fêté en héros de la nation. À la tribune, le président Hassan Rouhani peut dignement présenter le 6e plan quinquennal de son pays. Les négociations sur le nucléaire résultent de la volonté du guide suprême de la révolution, avec l'aval du peuple et l'assentiment de tous les fondements de l'État. C'est l'une des plus belles pages de l'histoire de notre pays. À Jérusalem, les réjouissances ne sont pas de mise. Benyamin Netanyahou a profité du traditionnel Conseil des ministres pour réaffirmer la position d'Israël, une mise au point aux allures d'avertissement. Sans nos efforts pour aboutir à des sanctions contre son programme nucléaire, l'Iran aurait acquis depuis longtemps des armes nucléaires. La politique d'Israël demeure inchangée. Nous ne permettrons pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Contraint de se soumettre au verdict de la diplomatie, Israël ne manquera pas de dénoncer la moindre violation iranienne de l'accord. Le cas échéant, les sanctions seront immédiatement rétablies. Et on en parle justement avec vous, Dror Even-Sapir. Alors on a beau se féliciter dans le monde entier, en Israël, et c'est pas une surprise, on ne baisse pas la garde. On ne baisse pas la garde. Alors il ne s'agit plus bien évidemment pour les Israéliens de pointer les défaillances de l'accord. L'accord est désormais un fait accompli et les sanctions économiques contre l'Iran sont désormais levées. D'ailleurs, Netanyahou n'a pas dit que l'accord risquait de permettre à l'Iran de maintenir ses capacités nucléaires. Par contre, là où Benyamin Netanyahou a l'intention de porter le fer, c'est dans un premier temps sur les
velléités nucléaires, les ambitions nucléaires de l'Iran, elles sont intactes, dit Benyamin Netanyahou, et il se pourrait très bien que l'Iran ne respecte pas les clauses de l'accord. Et là, Netanyahou a évoqué la surveillance qui sera exercée par Israël concernant l'application de cet accord, d'où le rôle qui sera essentiel des services de renseignement israéliens, avec un petit paradoxe, Daniel, puisque Israël va s'évertuer à surveiller le respect d'un accord contre lequel elle a bataillé ferme, d'un point de vue diplomatique bien évidemment, pendant des années. Elle a également bataillé pour montrer le rôle déstabilisateur, selon Jérusalem, de l'Iran dans la région. Alors pour les Israéliens, c'est la principale conséquence néfaste de la levée des sanctions, c'est que l'Iran va pouvoir sortir de son marasme économique et donc jouer un rôle encore plus grand dans la région. Et pour les Israéliens, qui dit rôle plus grand joué par l'Iran dans la région, dit plus de déstabilisation, moins de stabilité dans la région. On sait que l'Iran finance ses alliés, bien évidemment libanais, du Hezbollah, mais également Hamas, malgré la détérioration récente des relations entre l'organisation palestinienne islamiste et la République islamique des Mollahs. Merci Ravan Sapir pour ce décryptage et cette entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire a été l'occasion d'un échange de prisonniers inédit. La justice iranienne a libéré 4 prisonniers binationaux détenus en Iran, parmi eux le journaliste du Washington Post, Jason Rezaian, et en échange, 7 Iraniens emprisonnés aux États-Unis retrouvent également la liberté. Julia Canancia. Ils sont désormais libres. 4 Irano-Américains ont finalement été libérés par les autorités iraniennes et leur avion, ici en escale à Genève, se posera ce soir sur le sol américain. Aux États-Unis, leur famille les attend et certains ont du mal à y croire. C'est tout simplement une nouvelle spectaculaire. Nous sommes si heureux. J'ai vraiment hâte de le voir. J'espère juste qu'il est en bonne santé. Jason Rezaian, 39 ans, avait été arrêté en juillet 2014 chez lui à Téhéran. Il travaillait comme correspondant du Washington Post depuis 2 ans. Accusé d'espionnage, il avait été condamné fin 2015 à une peine de prison dont la durée n'avait jamais été annoncée publiquement. Le pasteur irano-américain Saïd Abdeini avait été arrêté en 2012 pour raisons religieuses. Il va lui aussi retrouver la liberté. C'est irréel, c'est juste incroyable. Il est sorti d'Iran puis est allé en Allemagne pour recevoir des soins médicaux. Maintenant, j'attends de ses nouvelles. Toutes ces années ont vraiment été comme des montagnes russes émotionnellement. Libre aussi, l'ancien marine Amir Hekmati. Reconnu coupable d'espionnage, il avait été condamné à mort avant que sa peine soit commuée en 10 ans de prison. Enfin, Nosratollah Khosravi-Rotsari, qui n'a semble-t-il pas voulu quitter l'Iran immédiatement. Un échange qui a aussi obligé à la clémence les États-Unis. Il relâche ainsi 7 prisonniers iraniens condamnés pour ne pas avoir respecté les conditions des sanctions imposées à l'Iran. Les sanctions qui sont désormais levées, les conséquences économiques se font déjà ressentir. Les bourses des monarchies pétrolières du Golfe ont fortement chuté aujourd'hui. Elles sont plombées par la perspective du retour de l'Iran sur le marché, car c'est un marché pétrolier qui est déjà saturé par une abondance de l'offre. Explication, Léa Volbert. Vent de panique sur les bourses des monarchies pétrolières du Golfe. Les 7 principales places financières de la région ont enregistré ce dimanche une baisse générale. L'indice de la bourse de Riyad a fini à son plus bas niveau, avec une perte historique de près de 318 points à 5,5 points. La bourse saoudienne, la plus importante des pays arabes, a clôturé sur une baisse de 5,44% après avoir chuté en séance à plus de 7%. Quant aux places de Dubaï et du Qatar, elles ont cédé jusqu'à 6% chacune. Depuis le début de l'année, les 7 marchés des pays du Golfe ont perdu plus de 130 milliards de dollars de leur capitalisation totale, estimée actuellement à 800 milliards de dollars. Et pour cause, la majorité des sociétés des pays du Golfe dépendent des gouvernements qui dépendent eux-mêmes des cours du pétrole. Le prix du brut, qui constitue plus de 80% des revenus de ces pays, a reculé de 20% sous la barre des 30 dollars depuis le début de l'année. Le marché pétrolier est totalement saturé par l'abondance de l'offre, une situation qui ne fera qu'empirer avec la récente levée des sanctions économiques contre Téhéran et le retour de l'Iran sur le marché pétrolier. Les experts sont divisés. Certains estiment que l'impact de ce nouvel acteur sera dans un premier temps limité. D'autres soutiennent au contraire que le retour de l'Iran sur les marchés pourra faire baisser le prix du baril d'environ 10 dollars, ce dès 2016. Les cours du pétrole reculeraient alors de près de 21%, tandis que les exportations iraniennes bondiraient de 17 milliards de dollars, soit 3,5% de son PIB. Selon un rapport de la Banque mondiale, les échanges devraient principalement s'accélérer avec la Grande-Bretagne, la Chine et l'Inde.
En bref, les suites de l'essai thérapeutique mortel à Rennes. L'homme qui se trouvait en état de mort cérébrale suite à sa participation à un essai clinique pour un nouveau médicament est décédé cet après-midi. L'état de santé des 5 autres patients hospitalisés reste stable et sur ces 5 patients, 4 présentent des troubles neurologiques dont la gravité n'est pas connue. Autre titre de ce dimanche, ces 3 jours de deuil national décrété au Burkina Faso après l'attaque terroriste qui a visé un hôtel et un restaurant de Ouagadougou. Le dernier bilan fait état de 29 morts, une trentaine de blessés. Les opérations de ratissage sont toujours en cours à la recherche des djihadistes. On voit ça avec Léa Berdugo. L'attaque est d'une ampleur inédite dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Près de 30 personnes sont mortes dans l'assaut contre un hôtel et un restaurant de la capitale. Près de 48 heures plus tard, les rescapés sont encore sous le choc. Ça tirait de partout. Toute la nuit, vraiment, c'était une grande frayeur. On ne savait pas qu'on allait venir. On a essayé d'appeler nos familles, mais pour dire que bon, c'est pas sûr qu'on allait encore se revoir parce que là, il ne blaguait pas. Vraiment, c'était des tirs. Ouais, sur le choc, enfin, quand je ferme les yeux, je vois le visage de ce connard de terroriste là. Voilà. C'est pas facile. Hein. Et puis bon, tu sens qu'il n'était pas âgé, c'était un enfant. Quoi. Les victimes seraient de 18 nationalités différentes. Parmi eux, 6 Canadiens, 2 Suisses, 1 Américain, mais également 2 Français et un Portugais résidant en France. L'attaque a été revendiquée par AQMI, qui l'a attribuée au groupe Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar. Le ministre de la Sécurité intérieure annonçait samedi dans la soirée que les corps de 3 djihadistes avaient été identifiés. Ils ont péri durant l'assaut mené par les forces de l'ordre du Burkina Faso. Selon les informations dont nous disposons, il y aurait eu effectivement des femmes effectivement parmi les assaillants. Mais à l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure de donner plus de précisions sur les identités et sur le nombre exact. Le groupe Al-Mourabitoun avait déjà revendiqué l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre dernier, qui avait fait près de 30 morts. Alors, 2 Français et un Portugais vivant en France figurent parmi les victimes de cette attaque. Tous 3 travaillaient dans une entreprise de transport française. Écoutez le témoignage d'Angélique Basto, la fille d'Antonio Basto, l'un des 3 salariés tués au restaurant Le Cappuccino. Elle a témoigné donc sur notre antenne et elle nous raconte comment elle a appris la terrible nouvelle. Dès le matin, on a su qu'il s'était passé quelque chose au Burkina Faso. Mon père était là-bas pour le travail. Et on a essayé d'appeler les hôpitaux, etc. l'après-midi pour savoir s'ils avaient son nom quelque part. On n'a pas trouvé. C'est l'ambassade qui a fini par nous appeler à 18h pour nous confirmer sa mort. À chaque fois, il partait dans des endroits terribles. Il n'était jamais confiant. Je pense qu'il ne s'attendait pas à un tel scénario, mais il n'était pas très serein, c'est certain. Lundi, maman et mon petit frère de 6 ans vont aller voir un médecin parce que je pense qu'ils en ont besoin. Pour l'instant, très honnêtement, on ne sait pas où on va parce qu'on ne s'attendait pas à une si terrible nouvelle. On est un peu dans l'inconnu et on attend. Et son ombre plane sur ces attentats de Ouagadougou. Le nom de Mokhtar Belmokhtar, l'ennemi numéro 1 dans le Sahel, refait à nouveau surface. Son groupe a revendiqué les attaques, mais le sort de ce chef djihadiste reste incertain. Sa mort avait été annoncée plusieurs fois, mais elle a toujours été démentie. Son profil, c'est avec Maël Benoliel. Il a été déclaré mort à plusieurs reprises ces dernières années, et pourtant... Mokhtar Belmokhtar, né en Algérie il y a une quarantaine d'années, est le cerveau présumé des attaques sanglantes du Burkina Faso. C'est en tout cas le groupe djihadiste Al-Mourabitoun, dont il est à la tête, qui a revendiqué l'attentat, dans lequel au moins 28 personnes ont été tuées. Celui qui a été surnommé le Borgne après avoir perdu un œil lors d'une mauvaise manipulation d'explosifs a tout appris d'un certain Oussama Ben Laden. Dans les années 80, il prête allégeance à Al-Qaïda, avec qui il combat en Afghanistan contre les soviétiques. Dans les années 90, il retourne faire le djihad dans son pays natal. Là-bas, il sera condamné 2 fois à la peine de mort pour ses activités terroristes, avant de quitter AQMI, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb en 2012, après un conflit avec le leadership local. De là, il devient le chef d'Al-Mourabitoun, toujours affilié à Al-Qaïda, mais qui opère surtout en Afrique de l'Ouest.
Mokhtar Belmokhtar a toujours préféré des attaques de grande ampleur à de petits assauts. C'est lui qui est derrière l'attaque du complexe gazier d'In Amenas en Algérie en janvier 2013. C'est encore lui qui a revendiqué l'attaque du Radisson Blu de Bamako en novembre dernier. Son mouvement terroriste s'oppose à Daesh qui lui a déjà fait perdre de nombreux combattants dans la région. On retient ces images du pape François qui est arrivé cet après-midi à la synagogue de Rome. Il a été chaleureusement accueilli, applaudi par de nombreux membres de la communauté juive qui l'attendaient. Une visite attendue car hautement symbolique. Écoutez à ce propos l'analyse de Jean-Louis de la Vessière, journaliste spécialiste du Vatican. Les enjeux, c'est de confirmer un dialogue déjà très important, de lever peut-être certaines ambiguïtés dans le dialogue entre judaïsme et catholicisme. Et le pape François ne peut absolument pas être soupçonné d'être réticent sur ce dialogue. Au contraire, dans sa vie précédente de cardinal de Buenos Aires, il a montré à de multiples reprises son grand intérêt pour le judaïsme. Il a comme ami plusieurs rabbins, le rabbin Skorka de Buenos Aires, etc. Donc, il vient confirmer une ligne qui est la ligne du Vatican depuis la déclaration Nostra Aetate de 1965, une ligne qui était renforcée déjà par les deux visites du pape polonais et du pape allemand. Et donc, ça sera sûrement il tiendra des propos très chaleureux, ce qui n'empêche pas certains points de friction. Vous regardez 24 News à suivre dans le journal. En plein débat sur la régulation des armes à feu en Israël, focus dans cette édition sur le marché des armes illégales dans le secteur arabe. Kuwait Airways met fin à ses liaisons New York-Londres après 35 ans de service. En cause, la compagnie aérienne refuse de transporter des passagers israéliens. Et puis François Hollande va détailler demain le plan massif de formation de 500 000 chômeurs. Il avait promis lors de ses vœux aux Français. Un reportage à suivre dans un centre de formation pour remettre les chômeurs sur les rails de l'emploi. Mais d'abord, retour sur l'une des journées parmi les plus sanglantes en 5 ans de guerre en Syrie. Hier, en l'espace de quelques heures, une attaque de Daesh a tué entre 130 et 300 personnes. Ça s'est passé dans la ville de Deir ez-Zor. Il s'agit de forces du régime et de leurs familles. Les précisions de Maxime Pérez. Un bilan effroyable d'au moins 135 morts et près de 400 civils capturés, hommes, femmes et enfants. Samedi, l'organisation de l'État islamique a mené sa plus violente attaque contre la ville de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Aucune image ne peut encore illustrer le massacre, mais d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 75 membres des forces pro-régime, soldats d'Assad et miliciens, ont été exécutés par les djihadistes. Leurs proches auraient également été assassinés. La télévision d'État syrienne a très vite relayé la nouvelle, avançant même un chiffre de 300 civils tués dans la banlieue de Deir ez-Zor. Les otages auraient été emmenés dans des zones de la province sous contrôle de l'État islamique. Cette offensive, menée à l'aide d'une dizaine de kamikazes, permet désormais à Daesh de contrôler près de 60% de cette localité, située à 450 km de Damas et largement peuplée de sunnites. L'armée syrienne y stationne près de 3000 hommes, notamment autour de l'aéroport militaire. Accusé par l'ONU de crimes contre l'humanité, le groupe djihadiste s'est déjà rendu coupable de plusieurs exécutions de masse en Syrie. En 2014, toujours à Deir ez-Zor, près de 900 membres de la tribu des Shaïtat avaient été massacrés pour s'être opposés à l'État islamique. Et on prend la direction d'Israël. Une commission spéciale a débattu ces derniers jours de la régulation des armes à feu. Focus sur le marché des armes illégales dans le secteur arabe. C'est avec Mathias Sinbar. Des photos sur tous les murs, un souvenir omniprésent. Impossible de ne pas ressentir la tristesse de la famille Fredj. Cela fait 1 an que leur fils, Soueb, ancien joueur de football de l'élite en Israël, a été tué dans son village d'une balle dans le cœur. Les armes détruisent les maisons. Ils tuent les jeunes gens, tuent nos jeunes, comme Soueb. C'était un jeune avec plein d'avenir et ils l'ont tué. Pourquoi ? Pourquoi fallait-il le tuer ? Il était aimé de tout le monde ici. Comme Soueb, 1112 Arabes israéliens ont été tués depuis octobre 2000. Plus des 3/4 par arme à feu, volée
au sein de l'armée israélienne et qui transitent ensuite dans le secteur arabe israélien. Si les leaders de ce secteur acceptent de parler de jungle, ils demandent aux autorités israéliennes d'agir. Tant que ces assassins ne seront pas arrêtés ni jugés, cela vaut le coup de tuer. Ces jeunes considèrent peut-être que c'est un acte héroïque de posséder une arme, de tirer et de tuer sans qu'ils soient inquiétés par la police. La police a tous les outils pour trouver l'assassin de mon fils, mais elle ne veut pas faire d'efforts. Benjamin Netanyahou a beau avoir annoncé un renfort conséquent de policiers dans le secteur arabe, un trompe-l'œil pour cet ancien chef de conseil d'un village arabe israélien. Son fils a lui aussi été assassiné. 90% des meurtres dans le secteur arabe restent impunis. Presque 90% des armes qui ont servi à ces meurtres ne sont pas saisies. Aujourd'hui, c'est la jungle dans la communauté arabe. Tout le monde peut obtenir une arme. Il y a un stock permanent. Ces armes viennent de l'armée israélienne. Selon les statistiques qu'il nous montrent, 50% des meurtres sont commis par 20% de la population. C'est 5 fois plus que du côté juif israélien. Kamal Ryan insiste sur ce fléau criminel laissé en l'état par la police israélienne. Des actes criminels qui pourraient bien se transformer en actes terroristes. Il y a la grille tarifaire du prix des armes, de 1000 à 75 000 shekels. Si tu veux des grenades, tu en auras pour 300 shekels. Mais si tu veux un bazooka, il te faudra 75 000 shekels. Je l'ai dit au Premier ministre, comme ce fut le cas à Harara. Celui qui tire à Kfar Qassam pourra le faire à Rosh Haïn. Celui qui tire à Tira pourra le faire à Kfar Saba. Et celui qui tire à Taïbé pourra le faire à Natania. Ce n'est qu'une question de temps. En 2014, 68% des assassins par arme à feu seraient arabes israéliens. Le responsable du meurtre de Soueb Fredj reste lui, toujours dans la nature. Le vol New York-Londres, c'est fini pour Kuwait Airways. La compagnie aérienne a décidé d'annuler cette liaison pour éviter de compter des Israéliens parmi ses passagers. Mel Benoliel. Embarquer des passagers israéliens ou mettre fin à sa liaison New York-Londres, Kuwait Airways a fait son choix. La compagnie aérienne d'État du Koweït préfère ne plus assurer cette liaison après 35 ans de service. C'est après avoir été épinglé par le ministère américain des Transports qui demandait expressément à Kuwait Airways de mettre fin à la discrimination dont sont victimes les passagers de nationalité israélienne que la compagnie koweïtienne a informé les autorités américaines de sa volonté de ne plus relier les deux villes. En choisissant d'opérer une route aérienne entre les États-Unis et le Royaume-Uni, Kuwait Airways profite des facilités et des opportunités offertes par les États-Unis et doit respecter ses lois interdisant toute discrimination déraisonnable dans ses activités de transport aérien. À l'origine de cette affaire, le refus de Kuwait Airways de vendre un billet à un ressortissant israélien en 2013. Le passager tente alors de réserver un billet d'avion avec son passeport israélien sur le site américain de la compagnie aérienne. Sa demande est rejetée. Kuwait Airways avait réagi à l'époque en déclarant que la compagnie obéissait à la législation koweïtienne. Une législation qui interdit toute relation commerciale avec des entités ou des personnes résidant en Israël ou ayant la nationalité israélienne. C'est demain que François Hollande va dévoiler son plan massif de formation de 500 000 chômeurs. Il avait promis lors de ses vœux aux Français. C'est en tout cas un domaine dans lequel la France a pris du retard. Elle forme un chômeur sur 10, c'est 2 fois moins qu'en Allemagne. Reportage dans un centre de formation de l'AFPA, un organisme qui permet aux chômeurs de revenir progressivement sur le marché du travail. On se croirait presque dans une émission de télé sur la cuisine. Il vous reste 10 minutes. Et pourtant, il s'agit d'une salle de classe. C'est même le jour de l'examen final. Ces élèves sont pour la plupart des chômeurs en formation. Philippe, ancien manutentionnaire, s'est inscrit à Pôle emploi il y a 1 an. C'est lui qui a demandé à faire cette formation d'agent de restauration. C'est un secteur qui est très porteur. Donc je pense que je n'aurai pas de difficulté pour trouver du travail. En effet, 9 stagiaires sur 10 en moyenne trouvent du travail à l'issue de cette formation de 5 mois. Ils vont travailler soit en entreprise, soit au restaurant d'entreprise, soit dans la restauration scolaire, soit même dans les maisons de retraite ou médicalisées. Donc oui, effectivement, il y a des besoins et des gros besoins dans ces métiers-là. Autre secteur en manque de main-d'œuvre, le génie climatique.
Tout ce qui tourne autour du froid, des climatiseurs au frigo en passant par les congélateurs. Sofiane était préparateur de commandes dans la grande distribution, mais le métier ne lui plaisait plus. J'ai décidé de changer, voilà. Et j'avais pas les diplômes pour pouvoir prétendre à une autre activité. Donc j'ai décidé de rentrer dans une formation. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de former 500 000 chômeurs de plus cette année. La France a du retard en la matière. Elle ne forme qu'un chômeur sur 10. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne et même 3 fois moins qu'en Norvège. Doubler ce nombre de demandeurs d'emploi qui peuvent accéder à une formation nous semble évident. Les métiers évoluent très très vite. On est passé dans un mode de formation tout au long de sa vie. Donc les périodes de chômage peuvent faire partie des accidents ou des périodes de la vie d'un actif. Il faut qu'il puisse accéder plus facilement et plus rapidement à une formation qui lui permette de rebondir sur un nouvel emploi. Tous secteurs confondus, 6 chômeurs sur 10 retrouvent un emploi après une formation à l'AFPA. Ce qui devrait bientôt être le cas de Philippe. Il a décroché son diplôme d'agent de restauration et espère trouver rapidement du travail dans un restaurant d'entreprise. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur i24 News et sur notre site www.i24news.tv. Vous y retrouvez l'essentiel de l'actualité, mais également la rediffusion de tous nos reportages et meilleurs moments de la journée. N'hésitez pas à commenter l'actu également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Rejoignez nos pages. Passez une très belle soirée sur notre antenne.